Bonsoir messieurs, bonsoir Éric Bonsoir. Zemmour, bonsoir Alain Bauer. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, vous enseignez à New York, vous enseignez à Shanghai, vous êtes également consultant en gestion de crise pour plusieurs institutions. Vous êtes un homme de gauche, rocardien. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la criminalité, la franc-maçonnerie, la violence, l'insécurité. Et puis votre dernier ouvrage, Comment vivre au temps du coronavirus, un manuel pour comprendre et résister, aux éditions du CERF. On va commencer avec vous. L'expression ensauvagement, utilisée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, contestée par le ministre Dupond-Moretti, ont donné un lieu à un vif débat sémantique depuis début septembre. Faut-il, oui ou non, selon vous, utiliser ce terme d'ensauvagement? Est-ce qu'il traduit une insécurité réelle ou bien simplement un sentiment d'insécurité? Alors, d'abord, je vais commencer par dire que je ne vais pas m'excuser d'être venu ici aujourd'hui. Ah, c'est dommage. Parce que je considère qu'on ne censure jamais les esprits libres, on débat avec eux, éventuellement on les combat, car la pratique politique qui a été la mienne avec Michel Rocard a été aussi celle du débat et celle du combat. Et donc, je suis extrêmement fier de pouvoir être dans un débat avec Éric Zemmour, pour qui j'ai le respect de l'adversaire et les désaccords que nous aborderons sans doute aujourd'hui. Ceci pour classer le côté un peu la corde au cou. Je viens parce que quand même, il faut venir, mais vraiment, je m'excuse d'être là et faites comme si je n'étais pas venu. Voilà, ceci va classer une partie du débat traditionnel de l'homme de gauche un peu terrorisé à l'idée qu'on puisse le reprocher d'être venu. Ce n'est pas mon cas. Place au débat. Deuxièmement, vous posez deux problèmes qui sont un peu importants. Moi, j'ai toujours eu un problème qui est le sens des mots. Or, on utilise de plus en plus de mots dont on ne se rappelle pas le sens. Alors, dans sauvagement, il y a sauvage. Sauvage pose deux problèmes. D'abord, la version rousseauiste du sauvage. Le sauvage est bon et la société est mauvaise. Donc, si c'est pour dire que les gens sont bons et que l'ensauvagement est donc un retour à la beauté naturelle d'avant, j'ai un petit sujet sur l'usage du mot. Et le deuxième, c'est que veut-il exprimer ? Est-ce qu'il veut exprimer, ce qui est votre deuxième partie de question, l'insécurité? Alors moi j'appelle ça plutôt la violence, parce que je n'ai pas de critères de définition de l'insécurité. Je n'ai pas de calcul, je n'ai pas d'indicateur, il n'y a pas de barème. On ne sait pas comment le classer ni le quantifier. Violence, je sais le quantifier parce que j'ai un indicateur et un seul. La violence homicide. Car si tout dans l'histoire de la pénalisation a fait l'objet d'évolutions extraordinairement évoluées, ce qui fait qu'on ne peut rien comparer à rien, depuis 1539, l'édit de Villers-Cotterêts, vos habituels amis présents sur le plateau, qui sont des historiens cultivés, pourraient revenir assez longuement sur... mais la création de l'état civil est aussi un avantage, c'est qu'on compte bien les morts et qu'on compte bien de quoi ils sont morts. Et donc, l'édit de Villers-Cotterêts, depuis 1539, nous permet de savoir de quoi les gens sont morts. Et donc, quel est le taux de mortalité par rapport à la population? Il y a d'abord le nombre de morts et ensuite le nombre de morts par rapport à la population. Notre population augmentant en général, avec quelques effets mortifères dus aux guerres, on a des évolutions. Or, le taux de mortalité, ce que j'appelle moi le taux d'homicidité, homicide, tentative d'homicide, qui ne sont que des homicides qu'on raté, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et règlement de compte, ce qui sont pour moi les indicateurs de la violence d'une société et donc son niveau de violence. Entre 1972, où on a commencé à le mettre en place, 1988, où on l'a un peu modifié. Il faut dire les choses, quand on modifie l'indicateur, il faut être honnête. Et 1995, ce taux a beaucoup augmenté. Depuis 1995 jusqu'à 2012, il a beaucoup baissé. En 2019, dernier chiffre connu, il a atteint son plus haut niveau jamais calculé quantitativement en France. Et le troisième par rapport à la population. L'année 2020 va connaître un accident statistique qui s'appelle le confinement. Donc on n'en sait rien. Mais enfin, ça, on s'est bien rattrapé après pendant l'été. Exactement. Si je regarde les chiffres sur l'année, il est possible que l'année 2020 soit au moins du niveau de 2019, voire pire. Donc voilà, la réponse à votre première question, c'est qu'il n'y a pas de sentiment d'insécurité. Il y a un climat de violence révélé par le taux d'homicidité, tous les autres indicateurs étant partiels, parcellaires, partiaux, manipulables, mensongers. Bref, on n'en sait rien. Celui-là, on compte bien les cadavres dans ce pays, il est clair, il est précis, et donc la réponse est il y a un vrai climat de violence lié à un indicateur clair, on a des bien homicides. compris. Éric Zemmour, votre regard sur ce constat? Ah mais moi, je ne puis qu'être d'accord avec ce constat. Je le dis depuis des années, je le constate, j'essaie de l'analyser. On va discuter des causes après.
Mais sur le constat, je suis tout à fait d'accord. J'ai même appris hier, ça date d'hier, qu'il y avait, tenez-vous bien, chiffre de la préfecture de police, 120 attaques au couteau par jour en France. Évidemment, il n'y a pas 120 morts par couteau par jour, mais 120 attaques au couteau par jour. Et là, on est dans une espèce de folie violente, d'une fureur qui est en train de complètement, d'après moi, déstabiliser la société française et le pays. Je pense que nous sommes, et c'est ce que j'ai appelé l'été du vivre ensemble, c'est-à-dire que pour la première fois en été, les gens ont vécu vraiment ensemble. Parce que d'habitude, ils vivent séparés. En été, les jeunes maghrébins rentrent en vacances au bled. Il y a une séparation physique qui se passe toute l'année. Chacun est sur son terrain. Vous vous souvenez le mot de Gérard Collomb quand il a quitté le ministère de l'Intérieur, des gens qui étaient côte à côte et qui seront demain face à face. Donc là, ils ont été face à face. Et on a vu. Et ce chiffre, pour moi, de 120 attaques au couteau est très révélateur. Mais sur le fond, on ne peut plus d'accord avec vous qu'en plus, c'est vous qui, au moment des attentats terroristes de 2015, m'avez appris le concept d'hybride entre le petit voyou, oui, le petit voyou et le grand terroriste. Donc, je suis tout à fait à l'aise pour reconnaître ma dette envers vous, et vous verrez la conclusion que j'en tire. Évidemment, ce sont les mêmes sortis des banlieues islamisées et qui se répandent soit en délinquants, voyous, soit en grands terroristes. Donc là, il n'y a pas de désaccord entre nous sur ce diagnostic-là. Maintenant, pour les causes, quel regard portez-vous, Alain Mauroy, sur les causes, justement, de ce sentiment ou de cet ensauvagement de la société, pour reprendre le terme du ministre Darmanin? Alors, ce qui est intéressant quand on a un débat, c'est qu'il y a 3 phases. Moi, je considère les 3 phases comme un peu médicales, elles sont cliniques. Diagnostic, nous sommes à peu près d'accord sur un diagnostic partagé. Pronostic, c'est le moment où on commence à voir si on peut sauver le malade, s'il y a des options. Et puis thérapeutique, il y a les options homéopathie, chimie, chirurgie. C'est en général le moment où on se met sur la figure. La France est un pays merveilleux où nous ne pratiquons pas le diagnostic, assez peu le pronostic, mais on est des spécialistes mondiaux de la thérapeutique. Alors la thérapeutique, c'est un peu compliqué, parce que si vous avez une éruption cutanée un peu désagréable et qu'on vous coupe la main, ça va être désagréable et ça ne va pas vous plaire. Et si vous avez un cancer foudroyant et qu'on vous donne une tisane, ça ne va pas marcher non plus. Et donc le débat, c'est d'arriver à construire ce dispositif qui permet de se disputer vraiment sur les options thérapeutiques et pas les autres. Il y a une phrase qu'a dit Éric Zemmour, sur laquelle je ne suis pas totalement d'accord. Il dit, dans les banlieues islamisées, virgule, les jeunes ont le choix entre devenir criminels... Non, pas le choix. Enfin, ils deviennent l'un et l'autre après, pour certains. Exactement. Alors, le problème, et pas tous. Et pas tous, heureusement, grâce à Dieu. Mais la question, c'est qu'en fait, au départ, la banlieue n'était pas islamisée. Et que quand ça a commencé en 1995... Parce que le premier hybride, nous sommes le plus grand pays producteur de problématiques terroristes. On a inventé le concept, on a à peu près tout expérimenté, puis tout exporté. C'est une curiosité nationale. Alors, je ne sais pas si ça appartient à notre génie particulier. Ça sera un sujet qu'on... La violence politique, bien sûr, voilà, depuis la terreur. Depuis la terreur, dont nous avons inventé le mot, le concept et l'application. Et je rappelle d'ailleurs qu'on a commencé par un terreur d'État contre son opposition, et pas l'inverse. Mais évidemment. C'est la vie. Absolument. Et donc, au départ, la terreur, l'hybridation, le gangsterrorisme, c'est un processus individuel et pas géographique d'un individu... Non mais... J'écoute. Qui veut retrouver une voie de salut par la transposition du statut de délinquant à celui de militant. Dans la vie, d'habitude, les politiques, les droits communs, et les politiques et les droits communs refusaient de cohabiter ensemble dans une prison. Si vous les mettiez ensemble, il y avait une grève de la faim, une manif, des bagarres. Il y avait un choix de pureté idéologique chez les terroristes. Et alors, l'idée de travailler avec les droits communs, pour fournir des armes et des munitions, etc., le fournisseur, oui, le reste, jamais. Khaled Kelkal, c'est la première fois qu'il se produit un phénomène inédit où pour la première fois, on n'est pas pur idéologiquement et puis on met les mains dans le cambouis parce qu'il faut gagner par n'importe quel moyen. Il se transforme lui-même. L'origine islamisée de sa banlieue n'est pas le sujet.
Ce jeune homme est brillant, c'est une réussite scolaire. Sa famille n'est pas décomposée, il n'est pas dans... Voilà, il habite un petit pavillon sympa. Non, j'explique que c'est pas la géographie qui est le sujet. C'est l'individu qui provoque le sujet. Par ailleurs, l'effet de ghettoisation qui existe ensuite dans le processus va le renforcer et le décupler. Mais ce n'est pas l'origine. Je ne suis pas d'accord. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, vous dites, et effectivement, je l'ai déjà lu sous votre plume, et d'ailleurs tout le monde vous a copié, vous dites, ils veulent se racheter. Eh bien, moi, je n'y crois pas. Je pense que c'est le discours qu'ils vous tiennent, mais c'est un discours pour les roumis, pour les infidèles. C'est un discours qu'eux-mêmes ne croient pas. En vérité, ce que je crois, c'est que tout est djihad. Le vol, le viol, le trafic de drogue, le terrorisme. Tout est djihad. Il y a le djihad du bas de gamme et il y a le djihad du haut de gamme. Mais, si vous voulez, il faut faire mal aux infidèles. C'est écrit dans le Coran noir sur blanc. Il faut égorger les juifs et les chrétiens. C'est écrit noir sur blanc. Et ces gens-là se veulent, depuis le départ, des bons musulmans, même s'ils savent qu'ils sont des mauvais musulmans. Vous comprenez bien, ils ne sont pas complètement idiots. Ils savent qu'ils vont fumer, qu'ils vont boire de l'alcool, qu'ils vont fumer de la drogue. Tout ça, c'est pas bien, que c'est interdit. Mais ils se veulent quand même des bons musulmans. Et en faisant cela, ils pensent être des bons musulmans. Parce que par ailleurs, ils entretiennent la famille, ils entretiennent les amis. Cet argent, il circule, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Faire mal de toutes les manières possibles aux infidèles, c'est une tradition islamique. Au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on appelait ça les barbaresques. Vous avez lu comme moi Ibn Khaldoun, le grand sociologue arabe. D'ailleurs, je ne sais jamais s'il est kabyle ou arabe, pour être honnête avec vous. Mais peu importe, il décrit déjà les mêmes, alors qu'on est, je crois, au XVe siècle. C'est les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il y a une tradition culturelle et par l'intermédiaire de la religion. Et quand vous dites ce n'est pas un principe géographique, ce n'est pas sa géographie qui a déterminé l'individu, et c'est l'individu qui a déterminé son comportement, eh bien moi je crois que vous vous trompez. Et je pense qu'au contraire, c'est la géographie, parce que la géographie a entraîné une sociologie avec l'immigration qui est venue depuis 40 ans, favorisée par vos amis de gauche, mais pas seulement, je vous l'accorde volontiers, que la droite en a fait beaucoup pour cela aussi, qui a créé ce terreau islamique. Vous savez, la phrase que j'aime beaucoup, puisque vous m'avez dit avant l'émission que vous me faisiez l'honneur de me regarder, la phrase d'Engels, à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. J'adore cette phrase parce que je pense exactement que ça définit notre situation. Au départ, évidemment, des gens pas plus méchants que d'autres, pas plus gentils, des êtres humains, quoi, tout bête. Mais le nombre remet la détermination, le déterminisme culturel à l'honneur, et ça donne ce que ça donne. Alors, ça serait intéressant si on pouvait le démontrer par les faits. Vous savez, l'école des annales, le moment. Or, les modalités... Qu'est-ce qu'il vous faut ? C'est vous-même qui m'avez appris les hybrides ? Bien sûr, mais je regarde les modalités de recrutement. Car les organisations terroristes ont ceci de merveilleux, c'est qu'elles sont des organisations et qu'elles fonctionnent comme toute bonne bureaucratie qui se respecte. Elles produisent donc des documents, des chiffres, des statistiques et des manuels et des modes d'emploi et des modes de recrutement. Or, le plus intéressante organisation terroriste jamais créée sur la surface du monde s'appelle l'État islamique. L'État islamique. Alors, je ne dis pas Daesh ou Daesh comme si c'était une lessive. Je ne parle pas naturellement arabe de manière littérale. Et pour dire État islamique en français, alors que Daesh veut dire État islamique en arabe, je le dis, parce que c'est quand même plus facile. On est d'accord. Et je dois dire que de ce point de vue-là, il y a une hypocrisie étatique sur la non-utilisation des mots. Pardonnez-moi, une hypocrisie étatique voulue. Oui. C'est Laurent Fabius qui a imposé ce terme de Daesh parce qu'il ne voulait pas mettre le mot islamique en exergue. L'État islamique est un État islamique, c'est son nom. Moi, je dis même califat islamique, c'est comme ça qu'il s'appelle. Absolument. C'est comme ça qu'ils sont appelés. Mais de même que vous appelez Éric Zemmour et que je peux appeler Albert Dupont parce que je n'ai pas envie de dire Zemmour. Vous voyez, on est d'accord. Sujet. Bon. Donc, l'État islamique, dans ses modes opératoires, explique comment il a des algorithmes et des mécanismes de recrutement inédits dans l'histoire et comment il a créé un manuel de RH, de ressources humaines. Et quand il recrute des criminels et des délinquants, il a une politique spécifique et particulière à leur égard qui est la politique du salut. On n'est pas dans la propagande. C'est la seule organisation terroriste de l'histoire qui a fait une affiche
si tu as un passé misérable, tu auras un avenir merveilleux. C'est les seuls qui acceptent de dire qu'ils ont recruté des criminels et des délinquants pour en faire des hommes meilleurs. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas seulement la propagande pour nous, parce que vous avez raison, après tout, on peut aussi nous faire croire. Ce sont leurs instruments de ressources humaines internes qui ne disent pas cela. Je pense qu'il y a une confusion, si vous me le permettez, entre l'analyse qu'on fait sur les acteurs individuels et le mouvement collectif que ça génère. Vous savez, Gustave Le Bon avait bien expliqué le mouvement des foules. Le mouvement des foules, c'est que des individus qui, à un moment donné, deviennent une foule et font de la violence. Les Gilets jaunes, les jacqueries depuis 1358, on connaît ça. On est d'accord. Et dans cette affaire-là, je pense qu'il y a une confusion entre l'analyse du groupe, sur lequel, effectivement, on pourrait avoir des points d'accord, notamment sur l'utilisation par des incultes de l'islam, d'une vision qui leur est propre, pour dire ce qu'il en est. Je parle des incultes pas au sens qu'ils n'ont pas compris le sens profond de soumission. Je parle des incultes parce qu'en fait, ils ne l'ont jamais vraiment lu. Je veux dire, ils ne sont pas allés apprendre le Coran. Et la réalité d'individus qui ont décidé de passer à l'acte, puis qui ont décidé d'être plus jolis et plus présentables, tout en continuant à être des criminels et des délinquants. C'est là où mon hybridation individuelle ne va pas totalement se connecter avec une logique d'action collective. Mais pardonnez-moi, 2 points très vite, et on va passer à autre chose. Quand vous dites la logique collective et la logique individuelle, moi je veux bien, mais il n'empêche que pour eux, je ne pense pas que la délinquance soit ce qu'ils appellent une activité misérable. Ce qu'ils appellent une activité misérable, c'est vivre comme les infidèles. C'est-à-dire avoir des relations sexuelles hors mariage, c'est pour ça qu'ils inventent le mariage express, c'est boire de l'alcool. C'est ça qu'ils appellent un comportement misérable. Ce n'est pas voler et piller, puisque justement ils se servent de ça. Donc je pense que là, pardonnez-moi, mais vous faites une erreur de psychologie. Et tout simplement. Et quand ils passent au terrorisme, ils ont l'impression de monter en grade. D'ailleurs, vous êtes d'accord avec ça, l'État islamique le leur dit. Et eux, mais c'est dans le même manuel de recrutement, mais voilà, je recommande une lecture de la manière dont ils voient les choses. Très bien, mais alors donc c'est pour cela que ça permet d'arriver à l'aboutissement qu'effectivement ils deviennent des hommes supérieurs. Exactement. Hein, il y a mais c'est un apprentissage. Exactement. La délinquance n'est pas minable pour eux. Il y a ça. Et le deuxième élément, si vous me permettez, c'est que dans les victimes des vols et des agressions, les viols tout à fait à part, car pour moi, l'agression sexuelle a toujours été une spécificité très particulière. Mais dans les vols et les vols avec violence, etc., vous avez une communautarisation du vol qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est-à-dire qu'il peut être parfaitement intercommunautaire et qu'une partie des populations deviennent otages. Bien sûr. De ces acteurs violents, la population étant elle-même de la même origine. Donc c'est pour ça que je dis que la géographie est un sujet plus Pardonnez-moi, subtil. Vous avez raison, mais il faut préciser, elles sont à la fois otages, vous avez tout à fait raison, souvent victimes, et en même temps bénéficiaires et complices. Oui, absolument. Il y a de tout. Exactement. On est d'accord. Mais vous avez raison, le viol, c'est extérieur, puisque ça, il faut violer l'infidèle, justement. Oui, ça, c'est parce que c'est une prise de possession. C'est une affaire de domination particulière. Mais comme dans toutes les armées. Vous savez, les Russes, en 1944, avaient des consignes de violer toutes les Allemandes. Alors, on va passer à la laïcité et la République. La laïcité induite dans la République, est-ce qu'elle peut régler les problèmes de séparatisme religieux, alors qu'elle signifie la neutralité de l'État face aux faits religieux ? Alors d'abord, la laïcité n'a jamais signifié la neutralité de l'État. La laïcité a signifié la neutralité de l'État quand un gouvernement lâche et un Conseil d'État perdu a décidé que la laïcité était devenue neutralité. Elle ne l'a jamais été. Heureux de vous entendre dire. Ni dans ses pères fondateurs. Je vous propose de vous enregistrer et de le sortir à chaque fois que je débat et que j'explique la laïcité, sous le contrôle de Christine. On est d'accord. La laïcité est une dynamique. Encore il y a 15 jours avec Geoffrin. Exactement. Donc je vous remercie. La laïcité est une dynamique qui a été voulue d'abord à l'intérieur des précurseurs de l'Église catholique, parce que c'est eux qui ont inventé César, pas César, qui a été structurée par la monarchie gallicane contre l'Église ultramontaine, sur le thème
je Maître suis le chez roi, soi. je suis chez moi, avec le pape à Avignon, à la différence du Saint-Empire européen germanique, qui a eu exactement la politique inverse. C'est le génie de la France. C'est le génie de la France. Et puis qui s'est traduite à un moment par un processus de conflit. Alors, d'abord de conflit du travail, paradoxalement, car les bâtisseurs parce que tout le monde parle des cathédrales, mais le clergé, il bâtissait tout. Les routes, les ponts, les cathédrales, toutes les infrastructures historiques du pays étaient gérées par le clergé local. Et construites par des tas de gens, dont des maçons, dont certains sont devenus ultérieurement, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire non plus, francs. Et le conflit du travail, c'est que... en fait, il y a eu un moment où tout le monde ne voulait pas être asservi par l'Église, c'est-à-dire qu'il fallait être payé son dû. Et donc, il y avait des manœuvres, des ouvriers, des compagnons, et donc on a créé des corporations, ce qui a permis la naissance ultérieure de la franc-maçonnerie, qui s'est trouvée en conflit permanent avec le patronat, le clergé, qui ne voulait pas payer. Et donc, il y avait des débats permanents. Et ceci a peu à peu amené à une volonté, à la fois par ce qui survivait de la monarchie, qui s'est transformé après la Révolution. Je rappelle que la Révolution n'a été possible que par le petit clergé. S'ils n'avaient pas voté Absolument avec d'accord. la bourgeoisie, Absolument il ne se serait rien passé. On aurait une monarchie britannique. Et quelques aristocrates. Et mais d'or, très très peu. Très très peu. Et par le choix du roi de doubler les États généraux pour augmenter les impôts. Exact. Comme toujours. On est d'accord. Donc le procès général a amené à une laïcité qui en fait est une séparation, non pas de l'Église et de l'État, parce que la loi de 1905 ne dit pas ça. La loi de 1905, c'est une loi de libre exercice du culte sous le strict contrôle de l'État pour des motifs d'ordre public. Mais l'État vit tout seul et il ne demande pas au pape l'autorisation de faire des trucs. Et puis l'Église catholique vit dans son coin. Et en fait, la loi de 1905 est une défaite des radicaux et des francs-maçons. C'est une défaite en race campagne à cause de Jean Jaurès. Oui, Jean Jaurès. et brillant. Brillant, mais Jean Jaurès dit la France n'est pas schismatique. Alors ça, Elle est révolutionnaire, elle est elle n'est pas révolutionnaire, elle n'est pas schismatique. Et donc c'est une révolution parce que 5 fois les radicaux vont au combat pour passer la loi qui ne passe pas, et c'est un compromis. Et ce compromis, c'est le libre exercice du culte, le maintien d'une église centrale catholique alors que les radicaux voulaient la faire départementale, parce qu'au moins on a été débarrassés, le fait de pouvoir exercer une religion, en changer ou n'en avoir aucune, et que chacun vivait de son côté. La République ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Là aujourd'hui, il faut une laïcité plus offensive. Alors, Éric Zemmour, plus neutre. Je suis tout à fait d'accord avec la perspective historique qui vient d'être tracée. Et je vous dis, ça me fait plaisir parce que d'habitude, je suis obligé d'expliquer ça comme vous. Et j'ai beaucoup de mal parce que, c'est ce que je vais répondre, la laïcité a été dévoyée. Je tiens à dire d'abord que tout le panorama qu'a tracé M. Bois, et je suis d'accord avec celui-ci. Je rajouterai une seule chose, qui est de l'ordre de la tradition. La tradition laïque française rajoute à cela, c'est-à-dire la liberté religieuse, la neutralité de l'État et l'émancipation de l'individu, en gros, c'est ça, rajoute à cela la discrétion des religions dans l'espace public. Et c'est fondamental, parce que, pourquoi la discrétion ? Parce que seul un débat rationnel peut être un débat républicain, et que si on amène Dieu dans l'espace public, que ce soit par le vêtement ou par l'invocation, alors là, on ne peut plus discuter, on ne peut plus avoir un débat républicain et donc démocratique. On est d'accord là-dessus. Le contrôle du clocher, de la clé du clocher, pour interdire son mauvais usage les jours d'élection. Voilà. Donc on est d'accord là-dessus et c'est fondamental. La loi de 1905, police des cultes. On est d'accord. Ce n'est pas une loi de séparation. On est d'accord. Éric Zemmour. Et donc il y a deux conséquences. La première, c'est que à partir des années 70, une certaine gauche, parce que je ne mets pas M. Boer là-dedans, mais des gens qui étaient proches de M. Boer, de gauche, en particulier certains rocardiens d'ailleurs. Il y a une espèce de schisme dans les rocardiens, parce qu'il y a ceux qui venaient de l'extrême gauche, enfin on ne va pas refaire ça, et vous connaissez ça encore mieux que moi, vont décider que la laïcité, c'est uniquement la liberté religieuse, premièrement. Et là, évidemment, ça change tout. Parce que les Français, eux, dans leur tête et dans leur inconscient, quand ils parlent laïcité, ils disent assimilation, discrétion dans l'espace public. Et les élites converties à cette nouvelle version disent « mais enfin, mais vous êtes fous. C'est seulement la neutralité de l'État et la liberté religieuse. » Donc là, il y a un conflit. Et évidemment, l'islam s'est engouffré dans cette faille pour dire « mais enfin, la laïcité, on est laïque, nous, c'est la liberté religieuse. » Et deuxièmement, même si on avait appliqué la laïcité à l'ancienne,
c'est-à-dire celle avec laquelle on est d'accord tous les deux, ça n'aurait pas réglé le problème de l'assimilation et de l'islam. Parce que, pour l'islam, la laïcité, c'est l'incroyance. Vous avez dit vous-même l'origine catholique de la laïcité, rendez à César, etc. Et jamais l'islam n'a eu ça. Quand j'ai dit, et on est d'accord là-dessus, la laïcité, c'est la liberté religieuse, l'émancipation de l'individu, la neutralité de l'État, l'islam est contre ça depuis toujours. Et donc, évidemment, encore plus de la discrétion dans l'espace public, puisque justement, l'islam, c'est une religion qui veut imposer, comme d'ailleurs toutes les religions, son visuel et son imaginaire dans l'espace public. Vous savez, Régis Debray disait, il a une très jolie formule, comme souvent, la laïcité, c'est le cadre, ce n'est pas le tableau. Et tout le problème, c'est que une certaine, si vous voulez, une certaine conception philosophique de la laïcité par beaucoup de francs-maçons, par beaucoup de radicaux, au sens de parti radical, par beaucoup de socialistes, qui effectivement étaient opposés à Jaurès et à Aristide Briand, ont voulu imposer une laïcité neutre, c'est-à-dire une neutralité du droit, avec sans la morale, pour déchristianiser. La fameuse phrase, vous savez, du sénateur socialiste Villani, nous allons éteindre les étoiles dans le ciel. Et du coup, on est resté vide, c'est-à-dire que la laïcité est devenue un endroit vide, sans spiritualité, un endroit pauvre, où l'islam s'est engouffré parce qu'il était une nouvelle spiritualité. La déchristianisation de la République par la franc-maçonnerie, on en parlera tout à l'heure, et par une certaine conception extrême de la laïcité, a provoqué le vide et a permis à l'islam de s'engouffrer là-dedans. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, là, vous avez raison, c'est que c'est chez nous, au Grand Orient, qu'en 1986, le bloc laïque s'est effondré. C'est le moment, sur l'affaire des foulards de Creil, où deux lignes... 89, si vous me permettez. Pardon, 89, excusez-moi. Se sont réveillées. La première, qui est la ligne radicale de la laïcité sans adjectif, à laquelle je me réfère. Moi aussi. Et une ligne dite de laïcité plurielle, ou que j'appelle laïcité avec adjectif, celle qui dit « Ah oui, mais il faut prendre en compte les nouveaux mouvements spirituels, il faut être d'une laïcisation où il n'y a plus d'origine, il y a une laïcité qui apparaîtrait, on ne sait pas très bien, et qui ne serait plus qu'une neutralité, c'est-à-dire une sorte de garde-barrière qui gérait juste l'arrivée des trains et le fait que tout ça fonctionne. Et évidemment, depuis cette époque, la question laïque n'a pas pu être tranchée, puisque l'État, qui était un pur produit de la laïcité sans adjectif, est devenu un fervent dynamiteur et a créé les conditions d'une espèce d'acceptation de tout est égal par ailleurs, et en fait, il n'y a plus de problème. J'ai eu une fois cette discussion avec le président Sarkozy, parce que j'avais eu une discussion assez difficile avec lui sur le curé, l'instituteur, enfin... Je me souviens de sa fameuse phrase. Devant le CRIF, je crois. Et je lui ai dit, le problème, c'est que vous avez, vous, les représentants de l'État, les responsables politiques de cette génération, une idée de la France qui serait une combinaison de tiroirs qu'on ouvre et qu'on ferme comme si rien ne les retiennait et comme s'ils vivaient indépendamment les uns des autres. Et moi, j'ai une vision de la France comme une commode, un truc qui tient les tiroirs. Et donc, si tu n'as plus rien pour tenir les tiroirs, tu as un empilement de tiroirs et à la fin, tout s'effondre. Ce qui permettait à tout de fonctionner, c'était une relation extrêmement précise entre un État fort, puissant, de mon point de vue républicain, et laïque. Et cet enjeu-là, il est au cœur de ceux qui écrivent laïque avec un C et laïque QE. C'est bizarre d'en revenir à une simple lettre, mais la syntaxe est aussi révélatrice de divergences de compréhension. La plupart des journaux, des journalistes et des commentateurs écrivent laïque avec un C, comme si nous étions des agents des cultes. Et je crois qu'en fait, ce n'est pas qu'une erreur d'orthographe. C'est qu'en fait, pour eux, la laïcité est une sorte de culte complémentaire. Les Belges font ça, par exemple. Les Belges, pour eux, la laïcité, c'est un autre culte. Et d'ailleurs, dans les émissions religieuses, vous avez toutes les émissions religieuses et l'émission laïque comme une autre. C'est un choix parallèle. Pour nous, la laïcité, c'est ce qui permet à tous les cultes d'exister, à condition d'avoir un accord commun sur ce qui doit être commun. Et cette réaffirmation-là ne peut pas être une neutralité, elle ne peut être qu'une dynamique. C'est pour ça que 1905 a pu avoir lieu. C'est pour ça que la Vigerie a été obligée de faire le toast d'Alger. Mais en contrepartie, en 1921,
lors de la création de la Société des Habous et lieux saints de l'islam, grande mosquée de Paris, sous la présidence d'Édouard Herriot, à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Mais vous savez pourquoi? Oui, je vais y arriver. Sous une fondation présidée par Lyotet, pour rendre grâce au sacrifice des soldats musulmans morts pour la France, Absolument. les mêmes laïcs, ultra laïcs, qui disent pas un sou pour l'islam, mettent 500 000 francs de subvention nationale et une souscription nationale pour mettre en place la grande mosquée Absolument. de Paris. Et il faut comprendre que il n'y a pas de contradiction dans cette affaire. Il y a J'ai une compris. cohérence d'ensemble pour dire, eh bien, ils ont donné leur sang pour la France, ils doivent être respectés. Et donc la question n'est pas leur islam, c'est la relation qu'ils font entre leurs croyances personnelles et l'appartenance à une communauté nationale. Oui, mais Éric Zemmour. quand vous dites, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ou alors vous avez été grand maître du Grand Orient. Mhm. Donc, vous êtes quand même issu de cette mouvance-là. Oui, j'assume. Mais je sais bien. Mais c'est pour ça que j'essaye de comprendre. Donc, Mais j'ai été élu en leur tenant ce discours, Très pas bien. l'autre. très bien. Mais Vous avez démissionné, rappelons. Non, pas de mon poste de grand maître. Non. non, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce que quand moi je vous dis, si vous voulez, on a rendu un espèce de cadre neutre, vous me dites, mais non, il fallait pas le faire. Vous avez raison. Bon, on est d'accord là-dessus. Sauf que ce sont les vôtres qui l'ont fait depuis 100 ans. Donc là, il y a une espèce de contradiction. Vous me dites, je leur ai tenu ce discours-là, mais seulement ils vous obéissent pas et ils font le contraire de ce que vous avez dit. Ils sont pas le Mais non, mais parle- ils ne c'est sont pour pas le accorder, parle- accordez-moi que c'est compliqué Et pour un esprit parce simple qu'ils sont comme le divisés. mien. Mais regardez, vous avez écrit un ouvrage formidable sur comment la droite française s'est suicidée. Vieille Non, mais, histoire. roman de la droite, je crois. Le livre noir de la Le droite. livre noir de la droite. Ah, il y a C'est plus de un 20 ouvrage- ans. Oui, voilà. Moi je vous ai connu Ah, avec écoutez. cet ouvrage. Et d'ailleurs, avant de venir, je me suis dit, tiens, où ai-je retrouvé cette phrase où c'est la droite qui a tué le gaullisme et personne d'autre. Voilà. Et donc, vous aviez fait une analyse extrêmement précise, d'une situation extrêmement précise. Les gens qui vous ont lu, ont-ils fait quelque chose pour le Ah, remplacer? au Non, contraire, ils ont pourquoi? aggravé. Exactement. Parce que la division, dès lors qu'il n'y a pas de courant majoritaire, de ligne directrice, de colonne vertébrale à l'intérieur d'un dispositif, crée les conditions de ça. Or, cette division, cet affaiblissement, cette mollacisation de la classe politique, elle est générique. Donc- Et donc, il se trouve qu'à mon grand regret, bien que j'ai été élu chez les francs-maçons qui ont fait preuve d'une remarquable lucidité, dont je les remercie, même si c'était il y a 20 ans maintenant, hein, le temps passe, c'était 2000-2003, malheureusement, nous n'avons pas récupéré le terrain perdu, d'abord parce que nous ne sommes toujours pas d'accord entre nous, et si vous faites une conférence sur la laïcité, vous aurez autant d'avis que de représentants, et que cette idée de neutralité est entrée comme une sorte de remords permanent sur il faut laisser toutes les minorités Moi, je ne s'exprimer, crois- non pas en moi- liberté d'expression, mais en absence d'un cadre générique commun. Eh ben, moi, je ne pense pas. Je pense que, alors je vais essayer de faire de la psychanalyse de vos anciens amis, je pense que ils ont gardé comme ennemi premier le catholicisme et l'Église. Et que tout était bon, et que tout est bon pour certains encore, pour détruire cet ennemi-là, même si cet ennemi est en vérité à terre, et que, comme vous savez, disait Marx, ils mettent une claque à leur grand-mère. Je pense que c'est ça la vraie raison, et que l'islam a été vu comme un allié dans cette bataille éternelle, millénaire, contre l'Église. Et il me semble que quand vous me dites « j'ai pas réussi », etc., je rends hommage à votre honnêteté, mais dans ce cas-là, vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est la déchristianisation voulue par la franc-maçonnerie qui a affaibli paradoxalement la conception de la laïcité et qui a permis à une religion comme l'islam de rentrer comme du beurre dans une société complètement atone, sans normes, sans rien du tout. Ça, je serais ravi que vous me disiez que vous êtes d'accord avec moi, parce que c'est une analyse à laquelle je tiens d'abord, et surtout qui est vraiment combattue avec hostilité par la plupart de vos amis. Alors, d'abord, l'Église, elle a commencé par s'autodétruire elle-même. Ça, c'est sûr. Elle n'a pas eu besoin des C'est francs-maçons. toujours comme ça, ça commence toujours comme ça. Non, mais il faut dire la réalité. Deuxièmement, l'ennemi principal, et l'Église, il s'est arrêté en 81-83, le grand service public 84, unifié de l'éducation nationale. La Parce manif que de 84. Voilà, la promesse de François Mitterrand, l'alliance, le fait que le programme de François Mitterrand, il a été écrit
grosso modo, au Grand Orient. Parce que François Mitterrand est un jour venu voir un de mes prédécesseurs, Fred Zeller, puis Roger Leray, a dit écoutez, j'ai des troupes, mais j'ai pas d'idées, et donc il me faudrait un peu de contenu. Et le Grand Orient produit du contenu. Il en produit beaucoup, régulièrement. Depuis longtemps. Dire que on va parler du contenu, justement. Je pense qu'il ne fera pas votre plat du jour, mais c'est une production de contenu et c'est intéressant d'avoir encore de la production de contenu, surtout que ça permet justement la qualité du débat. Il nous reste environ 12 minutes. On aimerait et à la fin de cette opération, le Grand Orient a été déçu de l'échec du grand service public unifié. Et lui-même est entré en crise. Donc notre ennemi principal n'était plus du tout l'Église. Notre ennemi principal, en fait, c'était nous-mêmes, parce que notre état de division, c'est-à-dire ne plus être unis contre un ennemi identifié, un problème militaire classique, a amené une division et un affaiblissement. Et en fait, nous ne sommes pas victimes d'avoir voulu nous battre avec l'Église. Nous sommes victimes de n'avoir plus trouvé d'ennemis et de nous être concentrés sur notre nombril. Nous sommes entrés dans une crise identitaire profonde qui a amené plusieurs crises à l'intérieur, et donc nous avons cessé de produire de la pensée. En fait, notre problème n'a pas été le combat contre l'Église, ça a été notre disparition du champ des idées. Si vous me permettez ce point de vue d'autocritique. Non, parce que vous n'avez pas disparu, et malheureusement, de mon point de vue, par exemple, vous avez continué à produire du contenu, comme vous dites, sur le mariage homosexuel, la PMA, la GPA, la fameuse mourir dans la dignité, qui n'est que l'habillage de l'euthanasie. Tout ça, en alliance avec les lobbies homosexuels, féministes et compagnie, c'est la franc-maçonnerie qui a continué son entreprise de désagrégation de la société et de neutralisation de plus en plus grande de toute morale collective. Donc vous voyez, ça continue. Et par ailleurs, comme là où vous avez raison, si vous voulez, comme vous étiez en plus occupé à des conflits internes, on a surtout vu, et pour le grand public, la franc-maçonnerie, c'est surtout ça, le mauvais côté, c'est-à-dire l'affairisme, les magouilles, l'entre-soi, je te recrute, je te paye, les combines au tribunal de commerce, etc. Pour les gens, la franc-maçonnerie, c'est devenu que ça. C'est une vision d'ailleurs partielle et partiale, mais qui a sa vérité aussi, et qui a son fondement. Donc je pense que vous dites, notre problème, c'est qu'on s'est battus les uns contre les autres. Je veux bien le croire. Mais ce n'est pas incompatible avec le fait que je pense que le trend était trop puissant et qu'il fallait continuer à taper sur le catholicisme, quitte à mettre le loup islamique dans la bergerie laïque, quel qu'en soit le prix, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas fini de le payer. Oui, alors sachant qu'il y a une différence entre la morale du catholicisme et l'action des chrétiens et celle de l'Église. Et je sais que vous êtes suffisamment précis pour bien comprendre la différence qui a toujours existé entre l'expression de la volonté chrétienne, y compris dans la production de l'amour, ce qui n'empêchait pas les croisades ni l'Inquisition, mais la production officielle de l'Église qui indique sur un certain nombre de sujets des positions qui n'ont jamais été écrites, qui n'ont jamais été indiquées dans les textes, les évangiles, dans leur très grande diversité. Comme vous savez, d'un concile à l'autre, on est assez créatif. Bien sûr, mais il y a l'Église, ça sert à ça. Exactement. Et c'est le drame des musulmans que de ne pas en avoir. Sauf les chiites qui ont une église, État, parti. Mais évidemment. Lui pourrait entrer parfaitement dans un cas de concordataire. Mais évidemment, on est 1000 fois d'accord. Qui sont les plus modernes. Tout le drame de l'islam, c'est de ne pas avoir d'église. Voilà. Et d'ailleurs, le judaïsme avait le même drame. Oui. Et c'est pour ça que Napoléon invente une église. On est d'accord. Oui, mais à qui il dit ça et discrétion. Alors, j'aime bien parce que vous êtes en train de retourner sur un petit terrain où vous êtes à l'aise. J'étais à l'aise. Hein, j'aimerais bien que vous répondiez à Éric Zemmour sur la responsabilité éventuelle, peut-être, de la franc-maçonnerie. Ah, mais la franc-maçonnerie, elle assume parfaitement... Sur ce loup dans la bergerie qu'est l'islam dans la laïcité française. Non, parce que comme je viens de l'indiquer, l'islam n'est pas entré dans la laïcité parce que la laïcité ne s'est pas occupée de l'islam. Il ne s'est rien passé. Oui. L'islam avait disparu... Pardon, la laïcité. Voilà. La laïcité avait disparu en tant qu'instrument de contrôle, de dynamique et de cohésion de la société française, gallicano-française, pour être précis.
y compris contre l'Église. D'ailleurs, c'est Absolument. pas une affaire d'islam ou d'Église, c'était Non, comme ça. L'État s'est désagrégé. Il a décidé de se suicider pour des raisons diverses. Je pense que l'ultralibéralisme économique y a été, les nationalisations, puis les privatisations y ont été tout pour ça est beaucoup. juste. Et Mondialisation, tout ça a créé décentralisation. une aspiration des corps centraux qui faisaient vivre l'État. J'ai écrit un papier l'autre jour en disant faut pas taper sur l'État profond, il est moribond, il a disparu. Et Alain Bauer, individualisme. C'est-à-dire que l'État est devenu un distributeur de droits, tout bêtement. Donc, et tout ça a d'ailleurs, disparu, l'islam s'en sert très bien. Et ça n'était ni l'État ni la République. Absolument. C'était On est autre d'accord. chose. Et donc, en fait, on est face à une problématique qui est tous ceux qui portent un nom en isme ont dévoyé le contenu de ce dont ils parlent. Les libéraux ne sont pas libéraux, les socialistes, ça fait longtemps qu'ils ne le sont plus, les gaullistes ont disparu. Et donc, on a un processus d'imposture dans la manière dont les politiques se présentent aux citoyens. Et les citoyens qui ne sont pas dupes ont parfaitement compris que ce qui leur était proposé n'était pas ce qui allait être réalisé. Pour en revenir au début de notre conversation, oui, ce que je veux vous dire, ce que j'essaye de vous dire, c'est que, et vous vous souvenez au début, je vous ai dit, je suis tout à fait d'accord avec votre diagnostic, etc. Mais ce que j'ai compris, là, en discutant avec vous, c'est que vous apportez des remèdes, parce que vous parlez de diagnostic vous-même et de médecine, vous apportez des remèdes techniques et avec lesquels je suis d'accord, à des mots philosophiques que vous avez vous-même créés. En tout cas, la franc-maçon, exactement. En partie, j'allais d'ailleurs venir au fait de les assumer. Et ça c'est un vrai problème. La reconnaissance du droit des femmes ne pose pas de problème au Grand Orient, il n'y a pas de débat. La reconnaissance du droit de mourir dans la dignité, qui est effectivement le mot pour euthanasie, mais une euthanasie dans des conditions volontaires. Vous m'excuserez de dire que ce n'est pas tuer les vieux parce qu'ils sont vieux. Oui, mais vous savez très bien qu'il y a toujours la dérive. Mais... Il y a toujours le risque. Voilà. Et ce risque existe. Mais il existe dans toute action politique quelque chose. Et là où vous avez raison, et je crois que c'est probablement le sujet qui est le plus important, c'est la désidéologisation totale de la politique en France. C'est le fait qu'il n'y a plus que des animateurs, des gens qui font des variétés, et que le cœur du politique n'est plus là et qu'on n'assume plus rien. Nous, on assume, oui, la reconnaissance des droits des homosexuels, parce qu'avant l'Église catholique, ça existait, et qu'aux dernières nouvelles, l'Empire grec ne s'est pas effondré parce que Alexandre l'était, et que ce sujet est pour nous un non-sujet. Il nous reste 8 minutes. Je peux poser une question ? Ah ben, allez-y. Est-ce que la philosophie progressiste des Lumières, elle est la religion de la République ? Oui, je l'ai écrit. J'ai même expliqué que le Grand Orient était l'église de la République. Je ne savais pas que j'allais faire plaisir à Éric Zemmour quand j'ai écrit ça, mais je l'ai dit, oui, c'est la boîte à outils de la République et c'est la religion de la République, parce qu'il y avait une spiritualité laïque, parce que justement, les fondateurs de ma maison, de nos maisons, parce qu'il y en a beaucoup, comme vous le savez, ont toujours considéré que la République ne pouvait pas vivre sans spiritualité, ce qu'on appelait les républicains atypiques. Tout à fait d'accord. Mais Rousseau déjà l'explique. Oui. Mais alors justement, je peux finir, j'ai encore le temps. C'est amusant, je pense que vous savez, en reprenant l'Église de la République pour désigner la franc-maçonnerie, vous reprenez une vieille expression de Charles Maurras qui, dans sa bouche, n'était pas vraiment élogieuse. Non. Et parce que justement, il voulait parler de l'affairisme et tout ça, mais il voulait aussi parler de l'inspiration politique et surtout des persécutions contre les catholiques. Parce qu'il faut quand même dire que les francs-maçons ont été à l'origine d'une persécution des catholiques par la Troisième République, les inventaires, les expulsions de congrégations, les fiches du général André. Nous n'en avons tué aucun. Non, enfin, vous les avez persécutés. Non, mais c'est important. Mais c'est vrai, vous les avez chassés de France, c'est pas rien, beaucoup. Oui. Vous avez discriminé les gens, par exemple, à l'armée, etc., quand ils étaient catholiques. Vous connaissez le mot très drôle. Ça n'était pas quand ils étaient catholiques. Si, je précise, quand ils allaient à la messe. Non, la quasi-totalité des francs-maçons étaient catholiques. Oui, mais, bien sûr. Mais vous connaissez le mot du maréchal Pétain à qui on demande de désigner les officiers qui vont à la messe. Et il dit je suis à la messe toujours au premier rang, donc je ne vois personne. Lui qui n'allait jamais à la messe et qui était un incroyant féroce et un libertin incroyable. À considérer que les francs-maçons étaient plus dangereux que n'importe qui d'autre, puisque les premiers décrets antimaçonniques précèdent tous les autres. Mais justement, c'est parce que c'était la revanche de la persécution des catholiques par les francs-maçons, dans laquelle vous avez embarqué les juifs et les protestants, et qui c'est justement, toutes ces catégories ont payé en 40. Mais ils ont payé une action persécutrice de la République contre les catholiques. Non. On oublie toujours ça. Et ils ont contre le clergé. Non, mon cher, non, pas seulement le clergé. Pas seulement le clergé, non. Non, les catholiques ont été discriminés dans la Troisième République. Je suis désolé, dans la partie la plus militante de la République. Ah, mais c'est pas rien quand même.
Et parce que Pas les catholiques, ça n'est si, pas si, exact. Non, si, non. je vous assure, non, Les- les congrégations, c'est des catholiques, c'est Ah, pas. non, les bah oui. congrégations, Et c'est le une fait que pour un c'est officier, c'est son instrument. avancement soit bloqué parce qu'il va à la messe, excusez-moi, c'est un catholique, Ce ça qui n'a s'appelle des jamais- ce qui discriminations. n'a jamais eu lieu. Aujourd'hui, on dirait. Comme vous le savez. Comment? Ce qui n'a jamais eu lieu, puisque l'affaire des fiches a été révélée par un franc-maçon écœuré par ce que d'autres faisaient. Exactement. Non, mais il faut aller jusqu'au bout des choses. Oui, mais Et donc, ça existait quand même. Les fiches du La, général André, ça la existait. tentative a existé, la Voilà. réalisation ne l'a pas été. Oui, mais ils ont quand même été bloqués après l'affaire Dreyfus, je vous assure, monsieur Bauer. Non, après l'affaire de Fils, ils ont été bloqués pour d'autres Et raisons. pour les mêmes raisons. Non, parce qu'on parce estimait qu'ils que ont- les catholiques avaient été contre Dreyfus, ce qui était d'ailleurs vrai et faux. Exactement. Voilà. Et c'est comme, comme ce que vous indiquez. On est d'accord. C'est-à-dire que la généralisation est hâtive Absolument. et en partie inexacte. Donc Absolument. il est vrai qu'il y a eu une tentative de l'appareil du Grand Orient pour se battre contre l'appareil de l'Église catholique. Parce que pour moi, les Mais parce que c'est congrégations- une contre-église, vous l'avez dit vous-même. Exactement. Mais c'est une contre-église plutôt émancipatrice, et ce qui explique pourquoi la problématique est beaucoup plus large que l'Église catholique, car c'était le seul adversaire disponible jusqu'à Othos du cardinal Lavigerie. Non, pardonnez-moi, l'universalisme de la franc-maçonnerie est hérité directement de l'universalisme catholique. C'est l'universalisme français Absolument. et l'universalisme catholique. vous savez La sur fameuse quoi- phrase de vous savez Saint-Paul, sur il n'y a quoi plus les- de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a Vous savez plus de... sur quoi les francs-maçons ouvrent leurs travaux? Même les laïcs. Historiquement, l'évangile de Jean. Pourquoi l'évangile de Jean? Parce que c'est le seul non synoptique. C'est ni Marc, ni Matthieu, ni Luc. Ça raconte une autre histoire. Et il se trouve que la création du livre principal des francs-maçons, c'est le livre des rois, où on parle de la construction Donc, du quand on temple. parle de l'universalisme français, il faut parler de qui sort de l'universalisme catholique. Il faut jamais cesser de le dire. Et le Universalisme franc-maçon, Chrétien, en tout cas. Même judéo-chrétien, parce qu'on a non, les deux catholique. livres. Non, On a les catholique. deux- on a les deux livres. Non, En tout parce cas, que chez le- les francs-maçons. oui, vous avez raison, mais les juifs sont d'abord une religion et un peuple. Et c'est certains juifs qui sortent de cette contradiction permanente par l'universalisme catholique. Donc, non, je pense que... d'ailleurs- Et c'est la France qui reprend ce flambeau-là. C'est d'ailleurs le meilleur moment quand on discute avec un ultra-catholique en lui rappelant que Jésus était juif. Il reste à peu près 4 minutes, messieurs. J'ai envie de vous demander, Alain Bauer, est-ce que la franc-maçonnerie, elle sert la République ou bien est-ce qu'elle souhaite la renforcer, la modifier? Bon, d'abord, sa situation aujourd'hui, c'est qu'elle est plutôt au service de la République dans un sujet qui reste extraordinairement de production de pensée, comme Éric Zemmour On l'a l'a dit dit, tout à parce l'heure. qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Nous avons eu notre lot de corrompus, de salauds, de voleurs, d'usurpateurs. Comme d'habitude, ils ont pris en otage tous les autres. C'est comme le débat sur y a-t-il des violences policières ou y a-t-il des policiers violents? Alors, il y a des policiers violents. Est-ce qu'il y a des violences policières systémiques? Non. Est-ce qu'il y a des policiers violents et racistes? Oui. Quel est le sujet? Le sujet, c'est de les mettre dehors et de ne pas les protéger par un esprit de corps qui fait que, du coup, une petite tâche se transforme par la dilution naturelle en un drame total. Donc, la maçonnerie, elle continue à travailler aux idées. C'est son sujet essentiel. Sa relation avec le pouvoir politique, c'est extraordinairement dilué. 80%, On est plus sous la Troisième République. 80% des parlementaires étaient maçons sous la Troisième République. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. La situation s'est évidemment changée. Et donc, elle a une capacité d'influence relative. Je dis relative parce que je remercie Éric Zemmour de penser que nous sommes beaucoup plus puissants que nous ne... Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas Non, dit ça. non, J'ai que- dit, je sais vous que produisez nous le encore sommes, du contenu. Mais c'est nous tout. produisons du contenu, et effectivement, nous produisons du contenu sur des sujets de désagrément réel, sur des questions morales, mais pas sur des questions éthiques. C'est ça que je veux indiquer, parce que je trouve qu'il y a une petite nuance qui est très importante à rappeler. Éric Zemmour. Non, mais pour répondre à votre question, je pense que la franc-maçonnerie tourne à vide parce qu'il n'y a plus de République. C'est-à-dire que la République, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord la loi du peuple et non pas la loi des juges. C'est l'assimilation et non pas le multiculturalisme. La République, c'est la loi de l'État et non pas celle des individus. Donc, si vous voulez, nous ne sommes plus en République. Les mots ne veulent plus rien dire. La République a été vidée de sa substance. Et donc, la franc-maçonnerie a le choix, et c'est ce que je comprends en écoutant M. Bauer, je comprends mieux maintenant les conflits internes. Elle a le choix entre dire ce que je dis, c'est-à-dire, il n'y a plus de République, vous avez trahi notre idéal, et le choix de suivre l'idéologie dominante, ce qu'ils ont beaucoup fait, vous me l'accordez ces derniers temps, et donc de suivre le multiculturalisme, l'individualisme, le mondialisme, etc., ce qu'ils font avec maestria. Mais tout ça, ça ne s'appelle pas la République.
Donc je maintiens qu'il y a le problème de fond, c'est que, je vais vous dire, je crois que le problème de fond, c'est la victoire de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire, la victoire de la franc-maçonnerie a détruit le substrat catholique de la France, et la France, du coup, se trouve fort démunie quand il faut combattre et se défendre contre un nouvel universalisme religieux, une espèce de religion totalitaire qu'est l'islam, parce qu'elle n'a plus d'anticorps. Et deuxièmement, la laïcité, la franc-maçonnerie s'est détruite elle-même, si je vous entends bien, par sa victoire. Comme d'habitude, quand on n'a plus d'adversaire, vous savez, c'est l'histoire, vous vous souvenez le mot des Américains, le Russe aux Américains qui dit quand l'URSS tombe, on va faire le pire cadeau, on va vous priver d'adversaires. Ben, je pense que l'autodestruction de l'Église a été le pire cadeau fait à la franc-maçonnerie, c'est-à-dire comme elle n'a plus d'adversaires, elle se bat contre elle-même et elle tourne en rond. Dernier mot, Alain Bauer. Je pense qu'il a tout à fait raison, sauf que c'est l'inverse. C'est la défaite de la franc-maçonnerie qui a amené la défaite de la République, et c'est sa reconstruction qui peut amener la reconstruction d'une République réelle dans un seul pays où un État a créé une nation, alors que tous les autres, les nations ont créé leur État. C'est pour ça qu'il faut une République forte, une République puissante, une République dynamique, une République laïque. Mais mon cher, et une République c'est la monarchie qui a créé. C'est la monarchie et l'Église qui ont créé cette nation dont vous parlez. Et donc, tu as hérité la République parce que, justement, comme disait Peggy, la République, le royaume de France. Mais c'est la monarchie et l'Église qui ont créé cette nation. Merci beaucoup, Alain Bauer. Vous avez dit République forte, République puissante, République laïque. Ça sera le dernier mot de cette émission. Excellente suite de programme sur CNews.